Bien écoutez, bonjour à tous. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est un nouveau regard sur la santé autour de l'individu et du patient. On ne va pas vous parler des défis, du constat actuel de notre système de santé. On sait il faut renouveler cette approche, qu'elle soit centrée sur une approche populationnelle. Et pour ça, nous avons invité un certain nombre d'intervenants qui vont vous parler aujourd'hui de cette nouvelle approche d'une santé décloisonnée autour de l'individu. Dans un premier temps, je demanderai à Aurore qu'elle se présente en 2-3 mots, et ensuite, elle vous parlera de l'individu patient au cœur de notre système de santé à travers les problèmes de littératie. Est-ce qu'il ne constitue pas le premier frein pour être un acteur de sa santé? Et aussi également, une information fiable et accessible à tous ne constitue-t-elle pas la première marche à une santé pour tous? Aurore, à toi. Merci Imad, merci également pour cette invitation à parler de ce sujet important. Alors, donc je suis Aurore Marga, maîtresse de conférence, directrice de l'école universitaire de recherche en sciences infirmières, directrice adjointe du laboratoire éducation et promotion de la santé, tout ça à l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors Imad, tu me fais parler là d'un sujet important, qui est le sujet de la littératie en santé. Et peut-être pour faire participer un petit peu le public dès le départ de cette conférence, une fois que nous pouvons nous dire que finalement la littératie, ce sont ces questions de traitement de l'information écrite, qui consistent à aller chercher l'information, à aller la traiter, l'évaluer, l'utiliser pour gagner en autonomie. Moi, j'aimerais interroger la salle sur, selon vous, combien de personnes ne sont pas autonomes dans la gestion, dans le traitement de cette information écrite au quotidien. Je répète la question, selon vous, combien de personnes, alors on va parler en pourcentage, ne sont pas autonomes dans le traitement de l'information écrite au quotidien? La parole est à vous. Quelqu'un a une idée? Au hasard. Combien? 80%? 10? 40? Bon, on y est presque avec le 40, 80 c'est beaucoup quand même, vous y allez fort. On va commencer par se dire un chiffre qui me paraît être un chiffre important pour la suite de cet échange, c'est qu'une personne sur deux, adulte en France, âgée entre 18 et 65 ans, n'a pas les compétences pour gérer, pour traiter cette information au quotidien. Alors ça vaut évidemment pour l'information dans la vie quotidienne, mais ça vaut aussi pour le traitement de l'information en santé. Et on sait que finalement, ne pas être en capacité de traiter l'information en santé, ça a des conséquences sur l'état de santé des gens, encore plus lorsque ces personnes sont atteintes de maladies chroniques. Ça induit finalement une moins bonne capacité à gérer les prescriptions. On sait qu'il y a plus d'hospitalisation, plus de réhospitalisation pour ces personnes, mais également une moins bonne autogestion de la maladie. Et alors même qu'on pourrait se dire oui, mais il y a des éducations qui existent pour ça, pour accompagner les gens, eh bien que nenni, finalement, on n'arrive pas à faire rentrer les gens dans nos programmes d'éducation en santé, ou en tout cas, ces programmes ne répondent pas bien à leurs besoins, à leurs attentes. Donc, on a une vraie difficulté à répondre aux besoins de santé de ces personnes dont on dit qu'elles sont faiblement littératies. Alors, finalement, pour répondre à ta question, Imad, qui était, si je la reprends, est-ce qu'une information fiable et accessible à tous constitue une première marche à une santé pour tous? Oui, j'ai envie de te répondre évidemment, mais dans le cadre de cette question de la littératie, il faudra pour ça, d'une part, dépasser l'approche individuelle, et puis, d'autre part, penser une approche structurelle, où finalement, il faut arrêter de faire peser sur l'individu ces questions de traitement de l'information et de capacité à traiter l'information en repensant nos systèmes de santé pour les rendre plus accessibles aux besoins des personnes. Et je m'arrête là pour cette première question. Merci beaucoup, Aurore. On va passer à un deuxième intervenant, qui est monsieur Abdelali El Badaoui,
qui va se présenter également en 3 mots. Alors, Abdelali, la question, c'est l'impact de la précarité et de la marginalisation d'une partie de la population française, notamment en désert médical, peut-elle constituer un frein à l'engagement des individus et des patients dans leur santé, au travers de ton expérience? Ouais, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Donc je me présente, je suis infirmier de profession et j'ai créé une organisation qui s'appelle Banlieue Santé, banlieue qui veut dire lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et en fait, historiquement, le mot banlieue, ça vient pas des quartiers populaires, ça vient du XIVe siècle où les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, les gens atteints de peste, les indigents dans des lieux bannis. Et en termes d'histoire, en fait, c'est beaucoup plus proche de la ruralité que des quartiers populaires. Et moi, mon travail avec mon organisation et mes équipes, c'est d'aller chercher toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun, et donc toutes celles et ceux qui sont en angle mort des politiques publiques. Et donc, il y a une réalité, c'est que toutes celles et ceux aujourd'hui qui sont loin du droit commun et du droit à la santé, du droit à l'accès à la santé, sont essentiellement des gens qui vivent un millefeuille d'inégalité sociale. Et donc, quand je dis millefeuille d'inégalité sociale, vous l'avez compris, c'est la définition de la santé. La santé n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies, mais la santé est un état de bien-être social, mental et physique. Et donc, pour nous, la culture, le logement, l'éducation, le sport, c'est de la santé. Et donc, la réalité, c'est que quand ces personnes vivent ce millefeuille d'inégalité sociale, eh ben, forcément, la santé, ça vient en dernier. C'est d'abord, on va remplir le frigo, on va payer ses factures, on va faire en sorte que leurs enfants ils aient une éducation convenable, des vêtements. Et donc, à la fin, la santé, ça devient le dernier recours, le recours tardif. Et la conséquence de cela, c'est que c'est ce qui se passe, c'est que c'est aujourd'hui 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Et donc, nous, notre enjeu à nous, c'est d'aller chercher ce public-là et d'aller faire en sorte qu'ils aient accès à la santé. Et donc, on a formé tout un tas de programmes, notamment des ambassadrices en santé, qui sont des femmes des quartiers populaires essentiellement. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent le poids de la vie, et elles sont la solution aux inégalités sociales. Et donc, c'est ces femmes, en fait, qui deviennent aujourd'hui des ambassadrices en santé, qui sont formées par un programme hyper innovant, où elles vont, au premier abord, rencontrer leur famille, mais aussi leur entourage, pour leur expliquer tout un tas de références autour de la santé. Et donc, on est plutôt satisfait de ce programme qu'on est en train de déployer. Ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes, même qui ont des droits, type mutuelle, parfois des super mutuelles, et qui ne vont pas voir leur médecin. Et donc, la conséquence, c'est que le recours tardif, c'est une conséquence très grave pour beaucoup, et on va parler du cancer tout à l'heure, et on a énormément de gens qui arrivent beaucoup trop tardivement, alors que les médecins vous le disent, s'ils viennent 6 mois, 1 an, 2 ans avant, on aurait pu faire en sorte de les accompagner et de leur trouver une solution. Et donc, pour finir, ma question, la précarité, elle touche en fait tout le monde, même parfois des gens qui sont de classe sociale, je dirais très aisée, parce que certaines maladies, on n'en parle pas. Typiquement, le cancer du côlon rectal. Donc oui, je préfère pas y aller, j'hésite. Non, mais tu sais, il faut pas en parler. Et donc, tout cela amène à ce que les publics les plus vulnérables ou pas ne vont pas se soigner correctement. Merci beaucoup, Abdelali. J'ai juste une dernière question. Combien de patients aujourd'hui vous prenez en charge dans le cadre de votre structure? Ouais, c'est une organisation qu'on a créée en 2018, qui est une success story, puisque aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de patients qui ont été touchés, accompagnés, et sur lesquels on travaille avec différentes instances étatiques et privées. Donc, ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur, puisqu'on a publié scientifiquement une étude sur la santé des vieux travailleurs migrants, qui sont arrivés dans les années 50-60, qui ont été les premiers à cotiser à la sécurité sociale, pour certains, puisque la sécurité sociale a été créée en 1942. Et on est plutôt content de ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelali. Alors, maintenant, je vais vous présenter Patrick Bloch, qui se présentera aussi lui-même. Et on va commencer par cette question, Patrick. Une approche intergénérationnelle de promotion de la santé peut-elle contribuer à réduire les inégalités en matière de santé
en particulier pour les communautés défavorisées ou marginalisées, telles que les personnes âgées et les étudiants. Merci Imad. Et j'interviens ici au titre de la SMLH. Je traduis la Société des membres de la Légion d'honneur, la Légion d'honneur étant sponsor de Made in Tech. Et une des vocations de la Légion d'honneur, c'est d'avoir une organisation intergénérationnelle. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, notre société, qui comprend à peu près 40 000 personnes décorées, est répartie sur l'ensemble du territoire à travers 130 sections. 130 sections, c'est-à-dire tous les départements français, les départements ultramarins et plus quelques pays dans lesquels nous sommes également présents. Et ces interventions, elles interviennent au niveau, dans le cadre intergénérationnel, des jeunes et des seniors. C'est ce qui est très important. Ça a représenté l'année dernière 270 000 heures de bénévolat. Intervention chez les jeunes, principalement au titre de la prévention, parce que la santé commence par la prévention. La prévention chez les jeunes sont nos interventions dans les établissements scolaires où trop souvent on ne parle pas assez de santé pour leur expliquer c'est quoi la bonne alimentation, c'est pourquoi la pratique sportive, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas fumer. Ça, ce qui est très important, est de faire que les jeunes soient motivés pour prendre en charge leur santé. On y viendra tout à l'heure par rapport à leur niveau de comportement aujourd'hui et comment faire modifier certains comportements. Chez les seniors, c'est très important aussi d'avoir une proximité pour une raison différente, c'est que souvent les seniors sont victimes d'électronisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment accéder à l'information, comment être informés. Ou alors, comment, quand on est dans une localité reculée, ce qu'on appelle aujourd'hui les déserts médicaux, nos sections étant présentes par leur comité, parce qu'il y a 5 fois plus de comités qu'il y a de sections. Si je prends la Gironde, par exemple, il y a le comité de Gironde, il y a la section de Gironde, pardon, et il y a 17 comités, c'est-à-dire une réelle proximité vis-à-vis des anciens qui leur permet, et on leur parlera tout à l'heure, par exemple, d'apprendre qu'il faut savoir remplir son dossier, son espace santé, mais qu'il faut aussi peut-être savoir se vacciner, comment être aidé par les gens de proximité que sont le pharmacien ou par les conseils que peut leur donner un décoré proche de la mairie, proche de chez eux, parce qu'il y a toujours quelque part une proximité quand on le souhaite. Merci beaucoup Patrick. Et nous allons passer à notre dernière invitée, Sophie Beaupère, qui va se présenter en quelques mots. Et Sophie, l'équité dans les soins, grâce à des stratégies locales et à des systèmes de soutien centrés autour de l'individu, peut-elle répondre aux défis de notre système de santé d'aujourd'hui ? Sophie Beaupère, je suis déléguée générale d'Unicancer. Alors Unicancer, c'est la fédération des 18 centres de lutte contre le cancer, donc Curie et Gustave Roussy pour ceux qui sont en région parisienne. Et on est des centres qui ont été créés par le général de Gaulle et qui ont une mission en fait de soins, de recherche, de formation et aussi de prévention. D'ailleurs, rôle qui est peut-être le moins connu, mais qui est en plein développement, compte tenu de ce qui a été évoqué d'ailleurs aussi lors de la table ronde précédente et aussi de ce qu'ont dit les autres intervenants, qu'aujourd'hui, la santé, elle est globale et qu'il faut avoir une prévention primaire qui va vers l'ensemble des publics et des populations dans un contexte où le pourcentage, par exemple, de cancers dits évitables, car liés au sens large, à l'environnement, aux facteurs de risque, c'est 40%. 40% des cancers sont dits évitables, liés à l'environnement, à manque d'activité physique, nutrition, alcool, tabac. Vous voyez donc le chantier, il est énorme pour faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, ça rejoint ce qui a été dit. Il faut adapter les actions, aller vers, travailler en co-construction
non seulement pour la prise en charge, bien sûr, parce qu'on est de plus en plus à domicile, comme vous le savez, mais aussi pour les actions de prévention et de diagnostic. Donc oui, la solution, elle est locale, parce qu'il faut s'adapter à chaque territoire. Un des enjeux majeurs de la prise en charge aujourd'hui des cancers, mais aussi de l'accès d'ailleurs à l'information sur la recherche clinique, eh bien, c'est l'égalité d'accès sur l'ensemble du territoire national, l'égalité d'accès pour les patients, l'égalité d'accès à l'information, à la fois pour les patients et pour les professionnels. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, il est très difficile pour à la fois les patients, les associations, les médecins, vous voyez, généralistes ou même spécialistes dans les territoires où il n'y a pas de centre expert, de savoir concrètement quels sont les essais thérapeutiques, les essais cliniques qui sont aujourd'hui mis en œuvre sur le territoire à un instant T. Donc par exemple, on travaille sur un programme qui va permettre une application avec un portail patient, un portail professionnel, d'avoir ces informations-là. L'information, c'est vraiment la base pour pouvoir finalement bénéficier des innovations thérapeutiques qui sont majeures en cancérologie, par exemple. Merci beaucoup, Sophie. Alors, j'aimerais vous poser une question, tout simplement. Essayer d'interagir avec vous sur les différentes les thèmes et expertises aujourd'hui de nos intervenants. Qu'aimeriez-vous leur poser comme question aujourd'hui? Vous avez des intervenants de haut niveau qui ont aussi cette expérience du terrain, qui ont mené des actions aujourd'hui pour une santé décloisonnée auprès de toutes les populations, pour éviter justement travailler, lutter contre les inégalités sociales. Donc je vous pose cette question. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à nos intervenants? Pas tous en même temps. Ah. Bonjour, moi je suis quelqu'un de terrain aussi, je m'appelle Maud, je suis ergothérapeute à la Psy-Salpêtrière et je voulais savoir, Abdelali, comment vous avez fait pour mettre en place votre association? Qui vous a aidé? Parce que quand on est sur le terrain, moi j'essaie de mettre en place quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est extrêmement difficile de se faire entendre, de rencontrer les bonnes personnes. Santé décloisonnée, c'est tout à fait ce qu'on vit actuellement sur le terrain. Et voilà, je voudrais savoir comment vous avez fait pour mettre en place ça, parce que c'est vraiment hyper bien. Ouais, merci, c'est une super question qu'on me pose souvent. Comment j'ai créé cette organisation? J'ai essuyé beaucoup de refus, notamment de la part des institutions, parce que typiquement sur le langage lexical, la santé communautaire, c'est très mal perçu. Alors que la santé communautaire est une méthode qui aujourd'hui a fait ses preuves dans le monde entier, dans les pays anglo-saxons. Et je ne prendrai pas la place de ceux qui connaissent mieux que moi encore le sujet. Mais on est arrivé avec une approche très concrète. C'est-à-dire que le fait de connaître les habitants et d'avoir cette proximité avec ce qu'on appelle chez Banlieue Santé le plancton. On l'appelle affectueusement le plancton parce que c'est 80% de la biodiversité de la mer. Et en fait, on sait que c'est le plancton qui fait le boulot. Et donc, d'avoir cette connaissance fine du terrain, des habitants, a été au début très difficile à comprendre par les gens. Mais je crois qu'en ayant cette approche de santé où je suis un professionnel de santé qui ne lâche pas le morceau pour dire « moi, j'ai envie de réduire cet écart d'espérance de vie entre 10 ans, entre les ouvriers et les cadres sup », ben, il s'est passé quasiment, pour moi, 10 ans avant qu'on me dise « ok, on a compris, on va bosser avec toi ». Et c'est vrai que je crois qu'en France, on a une peur de tout, on prend très peu de risques, on est dans une relation beaucoup de, je dirais, aseptisée, et c'est pour ça qu'on est très en retard sur plein de sujets. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire qu'on n'est pas capable de tout faire et il faut savoir s'entourer. Et je pense que ce qui fait la réussite de nos dispositifs, c'est qu'on est capable de dire on peut travailler avec tout le monde, mais on va surtout travailler en ayant un regard des habitants et de celles et ceux qui sont sur le terrain. Ah, ils sont timides dans la salle. Hein. Soyez pas timides. On a la place pour une deuxième question.
C'est la digestion du repas de ce midi. Alors bonjour, moi je m'appelle Ingrid et je travaille dans la production audiovisuelle, notamment pour des vidéos médicales à destination des professionnels de santé. Ma question est pour vous, Sophie. Je travaille pour Gustave Roussy, donc, qui est un institut de lutte contre le cancer, et récemment travaillé pour l'Institut Bergonié, qui a notamment bénéficié des fonds de soutien dans un cadre de projet de Unicancer, je crois. Et c'était des vidéos qui étaient destinées aux professionnels de santé, donc je pense que ça performe plutôt bien. Mais ma question, c'est plus pour les patients, parce que étant patiente et peut-être future patiente, enfin je l'espère pas quand même, mais étant patiente, je pense qu'on manque énormément d'informations. Et c'est marrant parce que moi je fais des vidéos pour vulgariser un discours médical. Et en même temps, je suis patiente et je sais l'impact que je ressens, ce que je ressens quand je manque d'informations, parce que les consultations durent entre 15 et 20 minutes. Est-ce que vous avez un projet d'une série de supports de communication, de vidéos destinées exclusivement pour les patients, pour que on sort moins des centres hospitaliers avec ce manque d'informations qu'on n'a pas, parce que les consultations ne durent pas non plus une éternité, et qu'on est vraiment, on demande énormément à savoir tout plein de choses, sans forcément vouloir devenir un médecin derrière, mais ne serait-ce qu'avoir plus d'informations sur ce qu'on a, ce qu'on traverse. Des fois, ça peut faire un peu beaucoup pour les chirurgiens ou pour les médecins de ville. Mais est-ce qu'il y a un engagement de Unicancer pour répondre à ces milliers de questions que les patientes et patientes se posent? C'est évidemment un des premiers, je dirais un des premiers sujets, parce que c'est comme vous dites, c'est l'accès à l'information. L'information, on en dispose aujourd'hui, mais il y a une difficulté qui est que les progrès scientifiques et techniques, ils s'accélèrent considérablement. Et donc, c'est compliqué après de pouvoir les retranscrire et les expliquer de manière simple et fluide, et de donner de l'info. Alors, il y a de multiples canaux, des projets, on en a plein. Je pense une première priorité, c'est de travailler avec les associations de patients, les patients partenaires. Les patients partenaires, c'est quelque chose qui se développe. Là encore, on n'est pas très en avance en France sur ce sujet-là. Les patients partenaires, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu dans les pays notamment anglo-saxons. Mais par exemple, en cancérologie, c'est quelque chose qui devient la norme, en fait, qu'il y ait des patients partenaires qui puissent être aux côtés des professionnels pour construire les parcours des patients, les évaluer et donner de l'information dans un langage qui soit compréhensible par l'ensemble de la population. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Il y a les parcours en termes de prise en charge, mais aussi, par exemple, les protocoles de recherche. Protocoles de recherche qui sont hyper techniques, difficilement compréhensibles. L'information, il ne faut pas seulement la donner et se dire on l'a donnée. Il faut s'assurer aussi qu'elle soit entendue et comprise. Et ça, il faut travailler avec les patients partenaires pour ça. Ensuite, il y a un autre vecteur, les outils digitaux, bien sûr, permettent, pour ceux qui les maîtrisent, de pouvoir avoir accès à une information facile. Donc il y a plein d'applications qui se développent, adaptées aux différents parcours, et qui vont donner de l'information aux patients. Et je dirais dans l'autre sens, parce que comme je l'avais souligné, aujourd'hui, c'est plus les connaissances descendantes. Les patients et leurs proches, ils sont aussi pourvoyeurs d'un très grand nombre d'informations eux-mêmes directement, producteurs quelque part d'informations et de données qui vont être utiles pour les professionnels. Et ça, c'est tous les projets qu'on porte d'évaluation par les patients eux-mêmes de leur qualité de vie, de la qualité des patients, des résultats même des traitements, des effets secondaires. Et donc, c'est dans les deux sens. Donc, on a énormément de projets là-dessus, mais on peut encore faire bien plus pour une info qui soit aisément compréhensible, et puis pour améliorer la littératie en santé. Ce dont on est persuadé, c'est qu'il va falloir développer des nouveaux métiers. On sait qu'avec les outils digitaux, il y a des métiers qui vont disparaître. Enfin, ce n'est pas un tabou de le dire. Les assistantes médicales qui frappaient les comptes rendus de consultation, c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien sûr en passe de disparaître, mais ça ne veut pas dire que les évolutions du métier et ce que feront les assistantes demain
ne va pas être décisif et somme toute beaucoup plus intéressant que de frapper un compte-rendu. Ça va être justement d'accompagner les personnes qui ont des difficultés à maîtriser les outils numériques. Ça va être tout le travail de coordination des parcours, pour donner quelques exemples. Là, je ne vous entends pas, excusez-moi. Oui, tout à fait, mais on a de multiples programmes en fait, puisqu'il y a les patients partenaires, les différents programmes qui permettent de donner de l'accès à l'info. Et là, en fait, il faut avoir une palette d'outils et pas seulement les outils numériques. Merci beaucoup Ingrid, merci Sophie. Alors, on va passer à un deuxième tour de table avec nos intervenants. On va débuter par Aurore. Alors, Aurore, considérez-vous aujourd'hui que la littératie en santé, le partage d'informations fiables, décloisonnées, c'est-à-dire la capacité de pouvoir accéder à cette information au domicile comme au travail, voire sur son lieu de vie ou lieu de vacances, pourrait renforcer la prévention des maladies et améliorer les comportements de santé? Alors, je vais te répondre oui, évidemment, mais je pense qu'il faut percevoir la littératie à deux niveaux. J'aime comparer l'information en santé à un bus, avec l'idée que finalement, il faut permettre à tout le monde de rentrer dans le bus et donc de rendre accessibles nos dispositifs de prévention, d'une part, en formant les professionnels, alors de santé, mais pas que. On parlait des ambassadeurs, à former tout intervenant en santé, à finalement proposer une information qui soit plus accessible. Ça veut dire simplifier notre discours, arrêter le jargon qu'on appelle médical, mais c'est médical, paramédical et parfois même associatif, en rendant l'information écrite également plus accessible, et on a les moyens de le faire, on a des outils pour ça, en rendant également, ou en utilisant plutôt aussi des outils numériques à notre disposition qui peuvent permettre justement d'aider à la traduction de cette information en santé. Ça, c'est le premier niveau et c'est ce qui permet finalement de rendre cette information et cette prévention plus accessible. Le deuxième niveau, c'est finalement comment autonomiser les gens dans ce circuit et permettre aux gens, à leur tour, de développer ces compétences en littératie en santé qui vont leur permettre d'être au plus près de la prévention. Et pour ça, l'idée, et ça renvoie à ce que les collègues viennent juste de dire, mais c'est qu'on ne peut plus faire sans les gens. Quand je dis on ne peut plus faire sans les gens, c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser des dispositifs sans permettre aux gens d'y contribuer. Donc par là, j'entends dispositifs d'éducation finalement plus accessibles pour les personnes, mais qui vont leur permettre à leur tour d'élever leur niveau. Je pense aussi à des recherches collaboratives, on l'a effleuré tout à l'heure, mais ça me semble être une priorité que maintenant décloisonner aussi la recherche pour la rendre plus accessible à toutes et à tous, pour finalement permettre aux personnes concernées de rentrer dans ce mouvement de prévention qui concerne avant tout les usagers et non uniquement les professionnels. Merci beaucoup, Aurore. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps encore, on vient de nous le signaler, on a 8 minutes. Donc, globalement, je vais poser une question à Abdelali. Penses-tu qu'au travers de ton expérience aujourd'hui, les informations en santé, s'affranchissant des barrières structurelles, géographiques, linguistiques, pourraient contribuer à réduire les disparités en santé et notamment en fournissant un accès équitable à des ressources et des connaissances à tous les individus? Oui, je pense que la notion de vulgarisation des messages et la dame qui posait la question sur les vidéos, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un vrai sujet. On l'a vu avec la Covid, pendant plusieurs mois, si ce n'est pendant toute la période de Covid, la seule traduction qu'on avait, elle était en français. Et donc, quand vous avez 140 langues ou 140 cultures en Seine-Saint-Denis, ben, allez-y. Et puis, en fait, il y a un vrai truc, c'est que je crois qu'il ne suffit pas juste de dire, par exemple, souvent, on me dit « Ah tiens, on a fait une campagne d'affichage sur le diabète », mais les gens, ils ne savent pas lire, même si c'est en arabe, même si c'est en ourdou. Et donc, il y a un vrai sujet sur comment, en fait, les habitants par eux-mêmes se prennent en main, mais aussi, et les éléments qui leur permettent finalement de comprendre leur santé. Qu'est-ce que la santé? On parlait, par exemple, du Covid.
dire à, par exemple, les Roumains qui, par exemple, ramassent la ferraille par terre dans les rues de Paris. Leur dire, il ne faut pas toucher parce qu'en fait, il y a la Covid, on ne sait pas comment c'est, parce que c'était les débuts. Bah, les gens, c'est leur gagne-pain, en fait. Tu ne peux pas leur dire ça. Donc, il y a aussi ça qu'il faut, c'est revenir à qu'est-ce que les gens vivent dans leur quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, la santé, elle n'a pas encore su, finalement, rentrer dans le quotidien des habitants. Et souvent, d'ailleurs, on me disait, mais comment tu connais la vie des gens sur leur santé? Je dis, c'est simple, tu rentres chez eux, tu ouvres le frigo, et tu sais dans quelle santé ils sont, et dans quelle santé ils vont être dans les 10, 20 ans qui vont venir. Et donc, il faut connaître le quotidien des habitants pour pouvoir parler avec eux de la manière dont il faut parler sur les questions de santé. Et puis, je pense qu'il faut revoir aussi tout un tas de sujets, ne serait-ce que l'éducation thérapeutique, qui a pendant très longtemps été quelque chose qu'on a mis en place, qui est formidable en soi. Mais en fait, quand les gens rentrent chez eux, ils n'ont toujours pas compris ce qu'il faut faire. Parce que chez eux, il se passe d'autres choses. Il y a d'autres choses chez eux qui ne leur permettent pas finalement de mettre en adéquation l'éducation thérapeutique avec leur quotidien. Bien, écoute, merci beaucoup. Ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus éclairante aujourd'hui. Patrick, à ton tour, penses-tu qu'une information aujourd'hui fiable, à l'heure des réseaux sociaux, excusez-moi, pourrait favoriser une meilleure compréhension des enjeux de santé et encourager une participation active des individus dans leur santé? Alors, je vais peut-être t'étonner, tu parles des réseaux sociaux, j'aurais tendance à parler des réseaux asociaux, c'est-à-dire de ceux qui fragmentent la société. De ceux, puisque je parlais de relations intergénérationnelles tout à l'heure, de ceux qui font que les jeunes, grâce à ces réseaux asociaux ou à cause de ces réseaux asociaux, passent plus que 2 heures assis devant leur écran au lieu de faire 30 minutes de gymnastique. Et qui se font en plus quelquefois intoxiquer contre les vaccins, contre un certain nombre d'éléments essentiels de prévention. Quand on prend sur le plan toujours intergénérationnel les seniors, eux, ils sont victimes d'électronisme mais ils ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Et quand on appelle d'ailleurs un couple aidant-aidé par téléphone, la première question qu'on pose souvent, c'est demander des nouvelles de l'aidé. Or, il faudrait peut-être s'interroger d'abord sur la santé de l'aidant qui a toutes les chances des fois de décéder avant l'aidé. Et ces deux relations, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit chez les anciens, c'est en fait d'être proche d'eux, tel que nous le sommes à la Légion d'honneur, pour essayer de sauver la santé mentale des jeunes et des seniors. Merci beaucoup, Patrick, pour tes lumières. Sophie, penses-tu à la lumière de toutes les actions menées par Unicancer, aujourd'hui et à venir, même si on en a parlé avec Ingrid tout à l'heure, que la connaissance des savoirs est en lien avec le pouvoir d'action des individus sur leur santé et pour les professionnels dans leur prise en charge? Oui, il y a un terme qui d'ailleurs a fait débat au départ quand c'était discuté avec les médecins et les professionnels des centres, c'est la décision partagée avec les patients. La décision, elle n'est plus seulement, comme je le disais, verticale et descendante. Aujourd'hui, c'est une décision partagée. Pourquoi? Parce qu'il y a accès à l'information. Enfin, en tout cas, pour ceux qui maîtrisent les outils, qui arrivent à l'avoir. Mais en tout cas, l'information, elle est quand même beaucoup plus diffusée aujourd'hui et accessible directement sur les évolutions médicales, mais aussi parce qu'il y a tous les changements scientifiques organisationnels qui font que le parcours d'un patient, par exemple, en cancéro, il est de plus en plus à domicile. 90% d'un parcours d'un patient va être à domicile et 10% seulement en établissement de santé. Donc ça change, si vous voulez, aussi le rôle et la place du patient et des aidants. Et donc l'information, elle doit être d'autant plus directe et fiable. Alors honnêtement, on a encore des progrès à faire en France sur le sujet. Parce que je rejoins ce qui a été dit, parce que vous voyez, il y a des sites d'information quand même qui sont peut-être pas les plus à même de donner de l'information vraiment pointue en cancéro, par exemple. Et je pense quand on regarde souvent ce que font les Québécois,
là, on a encore pas mal de leçons à apprendre pour se dire qu'on peut donner une information beaucoup plus directe et beaucoup plus fiable et à jour sur les grands progrès scientifiques et techniques dans un langage clair. Et il faut le faire, et on a plein de programmes qui le permettent. Je citerai juste peut-être une initiative qu'on a qui nous tient à cœur, qui est portée par Gustave Roussy d'ailleurs initialement, qui est cibler les programmes de prévention sur les personnes qui sont vraiment à haut risque de cancer. En se disant, aujourd'hui, les programmes de prévention et de dépistage pour tout le monde, ça marche moyennement pour les réseaux qui étaient évoqués. On va dire qu'on a pas mal de pertes en ligne, et aller vers les patients qui sont à haut risque de cancer, cela va permettre de pouvoir cibler les personnes qui doivent impérativement bénéficier de programmes d'information, de prévention et même d'actes techniques qui vont empêcher les cas graves de cancer. Et on porte cette expérimentation. Ça a été 1 an et demi de travail pour que ça soit validé au niveau du ministère pour arriver à passer à une échelle nationale, mais ça devrait démarrer et ça va permettre d'être super différenciant, y compris au niveau international, pour ne pas toujours dire que la France est en retard par rapport à d'autres pays. Merci beaucoup, Sophie. Alors, pour conclure, en fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'information santé, aujourd'hui, doit être accessible à tous. Et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, 50% de la population, aujourd'hui, n'est pas en capacité de comprendre les informations qui lui sont transmises en santé. Et que cette information qui est transmise doit faire l'objet d'un décloisonnement, avec au cœur l'individu. Car aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui être malade chez soi et en bonne santé au travail et vice-versa. Notre santé nous accompagne partout. Et à partir de là, on doit avoir accès à cette information, accès à la richesse des actions aujourd'hui qui sont menées par les différentes associations. Et pour ça, je conclurai là-dessus. Je vous remercie. Et voilà. Bon salon Médintech. Merci beaucoup.